ce second chapitre, nous étudierons les fluctuations de la croissance. Et dans cette première vidéo, nous verrons 2 siècles de fluctuations. Tout d'abord, nous ferons un constat général pour prouver ces fluctuations, puis nous étudierons les différents types de cycles économiques, et enfin, nous verrons la différence entre croissance effective et croissance potentielle. Les fluctuations économiques, c'est-à-dire en fait les mouvements de ralentissement ou d'accélération de la croissance économique, ont été observés dès le XIXe siècle. Pendant la période des 30 glorieuses, on a cru que les cycles n'existaient plus. Et effectivement, pendant 30 ans, il y a eu une croissance très forte. Malheureusement, après 73 et la crise de 73, on s'est aperçu que les cycles, eh bien, ils existaient et ils revenaient. Qu'est-ce que c'est que ces cycles, ces fluctuations? Eh bien, ce sont des périodes d'expansion, un retournement, une dépression ou une récession, et ceci demande des explications. Qu'est-ce que signifient exactement ces termes? Voyons tout d'abord les différentes fluctuations. Nous allons étudier les fluctuations de la croissance de 2 pays, la France et l'Allemagne. Et nous allons les étudier de 2 manières différentes. Tout d'abord, il va y avoir 2 courbes France et Allemagne. La France est représentée en bleu et l'Allemagne en rouge. Et ces 2 courbes vont représenter la progression du PIB de ces 2 pays en indices, avec une base 100 en 83, c'est-à-dire ici. 100 en 83, donc si l'on part de 83 base 100 et que l'on remarque la progression du PIB dans ces 2 pays, on s'aperçoit que cette production est assez régulière, même si la France a par moments un peu de faiblesse comparée à l'Allemagne. En fait, on arrive à peu près au même niveau en 2009 et ce niveau correspond donc à 170 comme indice, puisque les indices se lisent ici, et 170, cela signifie que entre 1983 base 100 et 2019 ici, on a donc 70% de progression, ce qui est relativement correct. Deuxième possibilité de représentation, ce sont les taux de croissance annuels. Et on voit ici des fluctuations beaucoup plus importantes. Qu'est-ce que c'est que ces taux de croissance? Bien, chaque année, donc, on va calculer le taux de croissance du PIB. Et ce taux de croissance est représenté en vert pour la France et en jaune pour l'Allemagne. Quand on regarde ces taux de croissance, on s'aperçoit que là, les variations sont importantes, que les variations de l'Allemagne sont légèrement plus importantes que celles de la France, aussi bien en bien, par exemple ici, on arrive à un taux de croissance qui est supérieur à 5%, qu'en mal, où ici, le taux de croissance est négatif et il est tout proche de moins 5% en 2009 en Allemagne. La France a donc des taux de croissance qui sont moins forts ou moins faibles, mais finalement, on s'aperçoit que ces fluctuations sont relativement fortes. Si l'on trace une ligne qui correspond à la croissance 0, eh bien, on s'aperçoit que la plupart du temps, la croissance, aussi bien pour la France que pour l'Allemagne, est positive, parfois très positive, comme ce fut le cas en 73, en France, juste avant la crise. Et on voit qu'en France, à ce moment-là, ça a été même la surchauffe, on était arrivé à 6,5% de croissance. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des moments vraiment de croissance négative. Ce fut le cas en 75, suite au choc pétrolier de 73. Ça a été le cas ici en 80 suite au choc pétrolier de 79, puis de nouveau en 93, là c'était une crise plus SME, financière, immobilière, et enfin la grande crise actuelle qui est la crise des subprimes et ses conséquences en 2009, là vraiment c'est la pire des crises qui a été connue et pour la France et pour l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. On voit là vraiment des croissances négatives extrêmement fortes. Certaines fluctuations paraissent
assez régulières et donc paraissent aussi revenir régulièrement. Et on les a appelés des cycles. Les 3 principaux cycles sont les cycles de Juglar, les cycles de Kitchin et les cycles de Kondratiev. Nous allons les voir. Juglar, qui est un économiste français du XIXe siècle, a été le premier à remarquer que les fluctuations économiques pouvaient avoir une certaine régularité. Et il a découvert qu'il y avait des cycles dans l'économie et que ces cycles duraient en général une dizaine d'années. On va les appeler les cycles de Juglar. Comment se présentent ces cycles de Juglar? Eh bien, d'abord, il y a une période d'expansion. Et cette période d'expansion amène à la crise, c'est-à-dire un retournement de tendance qui peut donner une dépression, c'est-à-dire une forte baisse de la production, soit une récession, comme ici en pointillé, c'est-à-dire une légère faiblesse de la croissance, voire dans le sens strict du terme, une baisse de la production sur 2 trimestres consécutifs. Comment expliquer ces cycles en question? Eh bien, ces cycles, il faut bien le voir, qu'ils se produisent pendant une période, c'est-à-dire un trend. On a ici un trend économique qui est un trend de croissance, on le voit. Et pendant ce trend de croissance, on se trouve avec les cycles de Juglar que l'on voit ici, d'une dizaine d'années, avec d'abord une période d'expansion. Pendant la période d'expansion, le chômage baisse, la production augmente, la consommation aussi, les industries investissent et de plus en plus, parce que les taux d'intérêt baissent généralement, et on arrive à une période de surchauffe, parce qu'on a trop investi, trop consommé, trop produit, et finalement plus produit qu'il n'est possible de consommer. Et on arrive donc à la crise, c'est-à-dire au retournement de tendance. Les entreprises qui ont trop investi arrêtent d'investir. Et donc, les entreprises qui produisent les machines vont licencier, commençant à provoquer une augmentation du chômage qui provoque une baisse de la consommation. Donc, une partie des entreprises, les autres entreprises vont baisser leur production, ce qui va faire augmenter le chômage, baisser la consommation, etc., jusqu'au moment où les entreprises ont de nouveau besoin d'investir et où la croissance et surtout l'expansion vont repartir. Cela, c'est l'explication des cycles de Juglar. Il existe des cycles qui sont à l'intérieur des cycles de Juglar, que l'on peut voir ici, qui sont ce qu'on appelle les cycles de Kitchin, qui sont beaucoup plus courts. Ce sont des cycles de 18 mois à peu près, et qui sont remarqués à l'intérieur même des cycles de Juglar. Les cycles de Kondratiev ont été étudiés dans une autre vidéo que vous pourrez aller voir. C'est la vidéo sur le progrès technique, la vidéo numéro 1 sur le progrès technique. Si je reprends les principaux termes pour les définir, je dirais que nous sommes en présence de fluctuations économiques, c'est-à-dire de mouvements de hausse rapide ou de faiblesse de la croissance économique, et que le premier mot important, c'est l'expansion. L'expansion, c'est donc la période de croissance relativement courte qui précède le retournement de tendance. Ce retournement de tendance va nous donner la crise au sens absolument strict du terme, c'est donc le point de retournement, qui va nous donner ensuite une dépression si la faiblesse de la croissance est très forte et si pendant plusieurs années on a donc une croissance négative. Et puis il peut y avoir simplement ici une récession. Là encore, le terme récession peut se comprendre de 2 manières différentes, soit d'une part une légère baisse de l'activité économique pendant quelque temps, soit, et ça c'est le sens strict de récession, la croissance négative du PIB sur 2 trimestres consécutifs. Voilà les principaux termes. Nous avons donc vu 2 siècles de fluctuations, nous avons constaté ces fluctuations tout d'abord, puis nous avons vu les différents cycles qui existaient. Voyons maintenant quelle différence on peut faire entre croissance potentielle ou croissance effective. Ces 2 courbes représentent le PIB. D'une part, le PIB potentiel,
le voilà ici en bleu, et le PIB effectif, c'est-à-dire celui que vraiment on a obtenu, ici en orange. Ces deux PIB sont vus en milliards d'euros, en base 2000, c'est-à-dire que les prix ont été déflatés depuis 2000 et que nous sommes donc avec des PIB réels, puisque nous n'avons plus l'affluence des prix. Donc, comment peut-on expliquer ces différences entre le PIB effectif et le PIB potentiel? D'abord, qu'est-ce que le PIB potentiel? Eh bien, c'est le PIB que l'on peut obtenir si on utilise à fond les différents facteurs de production sans qu'il y ait surchauffe, c'est-à-dire sans qu'il y ait trop d'utilisation, au-delà des capacités, ce qui provoquerait une surchauffe et de l'inflation. Donc, c'est une sorte d'optimum. Et puis ensuite, il y a le PIB effectif, c'est-à-dire celui qui a été obtenu. Or, on voit que quelquefois le PIB effectif est en dessous, inférieur au PIB potentiel, c'est-à-dire qu'en fait, là, eh bien, il n'y a pas eu une utilisation totale des facteurs de production. Et puis, parfois même, il y a un PIB effectif qui est supérieur au PIB potentiel. Là, cela signifie qu'il y a une espèce de surchauffe et donc qu'il y a eu plus d'inflation, trop d'utilisation, surinvestissement, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque surtout? Eh bien, on remarque ici un décrochage très net et entre le PIB potentiel, c'est-à-dire celui qu'on aurait pu obtenir, et celui qu'on a obtenu, le PIB effectif. Or, ce décrochage vient en 2008. 2008 correspond à la crise des subprimes, et cette crise des subprimes a tellement perturbé l'économie que depuis, il n'y a pas d'utilisation totale et complète des facteurs de production, et que donc, on a un PIB effectif qui est largement inférieur au PIB potentiel. Dans une seconde vidéo, nous essaierons d'expliquer ces différentes fluctuations.